Bonsoir, bienvenue dans 28 minutes avec le rituel du vendredi, le club d'intellectuels qui revient sur l'actualité de la semaine. Parmi les sujets ce soir, attentats et violences à Jérusalem avec le spectre d'une troisième intifada, escalade militaire en Ukraine avec la crainte d'une guerre totale. Nous aurons aussi l'histoire de Claude Askolovitch sur le soulèvement populaire au Mexique contre les narco-barbares et nous reviendrons sur l'extraordinaire odyssée de la petite Rosetta avec un astrophysicien. Nadia Dame, oui. Les cheveux, oui. C'est nouveau. Oui. C'était pas tant. Qu'est-ce que vous en pensez, Renaud Dely? Je n'ose me prononcer. Je suis pas sûre d'avoir envie d'avoir son avis. Alors? Mais je reste quoi? Quoi? Bah, Béa, quoi. Ça va le môme caoutchouc? Très bien, et vous? Très bien, Renaud Dely. Bonsoir, Pascal Blanchard. Bonsoir. Pas de livre ce soir? Non. Vous êtes toujours historien et essayiste? Toujours. Ravi d'être à côté de Caroline Fourest. Tout à fait. Très bien. J'ai une mission. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Annoncer la collection documentaire Cahiers de doléances qui est diffusée tous les mercredis soirs à 21h30 sur une autre chaîne. La chaîne parlementaire, excellente chaîne parlementaire. Confraternellement, nous le faisons avec plaisir. Bonsoir Dominique Seux, directeur délégué de la rédaction des Échos. Et nous avons Charb. Bonsoir. Et nous avons un problème. Un problème. Charlie Hebdo, nous faisons un Charliton ce soir. Voilà où ceci mène à la banqueroute. On n'aurait pas dû faire ça. Journal irresponsable, indispensable et fauché. Qu'est-ce qui vous arrive? On a un petit souci d'argent qu'on espère passager, mais grâce à la mobilisation de tous nos lecteurs, je suis sûr qu'on va s'en sortir. Et on voudrait s'en sortir sans augmenter le prix cette fois-ci. Presse et pluralisme. Presse et pluralisme, c'est l'association qui nous permet de récolter des dons défiscalisés. Donc plutôt que de financer l'armée avec vos impôts, financez Charlie Hebdo. Très bien. Défiscalisé à hauteur de 66%, il vous faut 150 000 €. Le surplus ira dans votre poche. Oui, c'est ça, on a bien compris. Je pense que vous aurez un peu d'aide d'ici la fin de l'émission. On démarre avec la première actualité. Dominique Seux, vous êtes au courant. Il y a eu une signature que l'on qualifie déjà d'historique entre les États-Unis et la Chine, qui sont à eux deux pollueurs, émetteurs de gaz à effet de serre qui entraînent le réchauffement climatique à hauteur de 40%, sur la totalité des gaz polluants donc mondiaux. Est-ce que cette signature va être suivie réellement des faits, sachant que la Chine s'appuie sur l'extraction du charbon et que Barack Obama a déjà contre lui tous les républicains? Disons que c'est un grand pas politique, il ne faut pas le sous-estimer. C'est un tout petit pas climatique, pour deux raisons. La première, c'est qu'on voit que les objectifs, c'est 2030, un renversement à l'horizon de 2030 pour la Chine. Et on voit qu'effectivement, sur le plan politique américain, les républicains qui ont quand même quelques chances, petites, mais quelques chances d'avoir le pouvoir dans quelques années, ne sont pas du tout sur cette ligne-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir, à mon avis, que les projections qui ont été publiées hier de consommation d'énergie dans les années qui viennent montrent qu'elles sont absolument considérables. Parce que c'est plus 40% d'ici 2040. Voilà, donc c'est absolument considérable. Et ça montre que... Alors, ce n'est pas tellement les pays développés qui sont en cause, c'est évidemment les pays émergents. Les anciens pays émergents qui sont carrément émergés maintenant, en tout cas pour la Chine. Avec quelles conséquences d'ici 2100 une augmentation des températures de 3,6 degrés? Alors, selon le dernier rapport du GIEC, ce qu'on constate les jours passant les uns après les autres, c'est qu'on est de moins en moins dans la prévention du réchauffement climatique que dans la réparation. Et c'est à peu près ce que le monde, malheureusement, accepte maintenant. Mais en même temps, quand vous avez des milliards d'hommes qui accèdent à des niveaux de vie supérieurs, il faudrait changer de modèle de croissance de manière tellement radicale que personne ne le veut aujourd'hui. Pascal Blanchard. Est-ce que la conversion de la Chine, elle est réelle? La conversion de la Chine de ce point de vue? On doit la relativiser avec ce qu'on vient de dire sur la notion de temporalité. Ils nous annoncent qu'ils vont atteindre leur pic en 2030 et les Américains vont baisser, et alors qu'ils majoritairement... Obama se retrouve avec une opposition incroyable, juste de baisser de 28% pour 2025. C'est-à-dire c'est comme si vous étiez en train d'annoncer « T'inquiète pas chérie, je vais arrêter de dépenser les sous du ménage, mais dans 20 ans ». En gros, ça ne règle aucun problème de l'immédiat. On sait que là, on est parti pour 15 ans, ça part dans tous les sens, que bientôt des pays comme l'Inde, comme le Brésil, comme une partie des pays africains comme le Nigeria vont rentrer aussi dans la danse avec des niveaux de production et donc des niveaux de pollution hallucinants. Donc au moment où peut-être, c'est-à-dire dans 15 ans, les Chinois et les Américains vont se calmer, ils seront arrivés à une situation où ils seront 15 ou 20 à devoir se mettre dans la table. Ce qui est très inquiétant, c'est qu'entre-temps, rien ne va se passer. Rien ne va se passer sur les 15 prochaines années. Il y a une inquiétude pour le sommet de Paris. Exactement. Qu'est-ce qui va se passer sur le sommet de Paris? À quoi va servir le sommet de Paris de 2015? Déjà, c'est un tout petit pas, c'est vrai, mais qui n'aurait pu même pas avoir lieu. D'abord parce qu'on vient de le dire, la fenêtre de retour des Républicains arrive. Ensuite parce que la Chine, même si elle ne s'est pas engagée dans l'immédiat, aurait pu avoir une prise de conscience encore plus tardive vu son état d'appétit industriel. Oui, mais là, ils sont très pragmatiques. Ils ont 2 millions de morts liés à la pollution par an. C'est ça, mais c'est qu'on a une malchance qui est une chance mondiale, c'est que la pollution, on le retombe directement
tombent sur la figure. Il y a des pays qui consomment, qui surconsomment et qui pillent les autres et qui ne voient pas l'effet immédiat de la pollution. En Chine, ça se voit à l'œil nu. C'est suffocant, c'est irrespirable. Et on peut se dire que autant le pétrole n'a vraiment pas forcément poussé dans les bons pays, autant la pollution a trouvé le bon pays où se manifester. Cette prise de conscience, elle ne peut fonctionner aussi que si les États, si des pays, peut-être la Chine, justement, se rendent compte que la pollution, ça coûte cher en plus, c'est-à-dire que sur le plan économique, ça pèse. Politique. Je pense qu'en Chine, le problème, c'est sur le plan financier, sur le plan économique. C'est-à-dire qu'on voit déjà, parce que les élites sont en train d'envoyer leurs enfants faire leurs études hors de Chine, et que de plus en plus de gens se posent la question de l'avenir de leurs enfants en les laissant dans des pays avec des villes extrêmement polluées. Et ça va devenir un problème non pas économique, mais politique, où les gens vont à un moment revendiquer d'avoir un pays propre. Oui, mais le coût économique est réel, non moins. Oui, mais le coût économique, la Chine peut le digérer. Le coût politique, non. La bonne nouvelle, quand même, dans tout ça, c'est que le domaine des économies d'énergie et du changement climatique est celui, sur le plan technologique et de la recherche, qui a le plus progressé ces 10 dernières années. Des rapports innombrables le montrent. Donc franchement, quand on voit qu'il y a de plus en plus de chercheurs, de plus en plus de data qui se partagent, on peut s'attendre à des découvertes scientifiques majeures. Alors, Charles, est-ce que vous êtes aussi optimiste que notre indécrottable Dominique Seux? Évidemment, non, pas du tout. Non. Tu m'étonnes. Regardez ce pauvre rhinocéros qui s'est fait piquer sa corne et qui dit même si on évite la fin du monde, on n'évitera pas la fin des cons. Alors, merci Charles. Il a été la cheville ouvrière de ce qui ressemble à un déjeuner de comploteurs ou un déjeuner de complices ou un déjeuner de compte court. C'est votre homme? Ça ressemble à ça, Elisabeth. C'est le troisième homme. Voilà, mon homme de la semaine, c'est le troisième homme. Alors, c'est un témoin, presque un arbitre. Il serait volontiers resté dans l'ombre, mais il s'est retrouvé jeté en pleine lumière contre son gré. Donc il s'agit d'Antoine Gosset-Grainville, qui a 48 ans. C'est le troisième homme de ce fameux déjeuner que la presse a rebaptisé déjeuner de cons. Le déjeuner qui a réuni le 24 juin dernier dans un restaurant parisien le secrétaire général de l'Élysée, donc Jean-Pierre Jouyet, et l'ancien Premier ministre UMP, François Fillon. Qui est Antoine Gosset-Grainville, qui était présent à ce déjeuner? Il est énarque, inspecteur des finances, avocat, il aime l'opéra, les messes de Bach, et il fréquente essentiellement le grand et beau monde. C'est l'archétype même de ces élites brillantes, et même brillantissimes, mais assez incolores, c'est-à-dire qu'ils sont aussi à l'aise à droite qu'à gauche. Quand vous regardez d'ailleurs son parcours, et son brillant parcours, songez qu'il a été successivement conseiller de Pascal Lamy à la Commission européenne, il a été directeur adjoint de cabinet de François Fillon à Matignon, puis il a été directeur général adjoint de la Caisse des dépôts et consignations, aux côtés de Jean-Pierre Jouyet. C'est aussi d'ailleurs un ami d'Emmanuel Macron, le ministre de l'économie. Bref, Antoine Gosset-Grainville, il est ce qu'on appelle un grand serviteur de l'État. Et le problème dans cette affaire, dans ce déjeuner, c'est qu'il avait en quelque sorte deux papas. Parce que d'un côté, il y avait Papa Fillon, qui donc raconte que... il y avait d'un côté donc Papa Jouyet, on va commencer par Papa Jouyet, qui raconte donc que François Fillon l'avait sollicité pour accélérer le cours de la justice et, je cite, taper sur Sarkozy. Et puis de l'autre côté, Papa Fillon, qui lui jure la main sur le cœur et l'indignation en bandoulière, qu'évidemment il n'en est rien et que les trois amis n'auraient devisé lors de ce déjeuner que de la pluie et du beau temps en quelque sorte. Donc Gosset-Grainville, il s'est heurté à ce qu'on appelle vraiment un cas de conscience, parce que les hauts fonctionnaires brillantissimes ont aussi une conscience. Et il a hésité, il s'est tué quelques jours et puis il a fini par choisir son camp, en l'occurrence le camp de Papa Fillon, c'est-à-dire en expliquant que non de non, jamais au grand jamais, la conversation de ce fameux déjeuner n'avait porté sur les affaires de Nicolas Sarkozy. Résumons donc, on a deux personnages de la vie politique extrêmement importants, Jean-Pierre Jouyet et François Fillon, qui se seraient donc rencontrés fin juin, au moment de la grande crise de l'UMP, pour deviser uniquement, je cite, de la crise économique et sociale, et puis de la crise de la zone euro, de la situation en Europe. Bref, sans jamais évoquer les casseroles de Nicolas Sarkozy. Pourquoi pas, bien sûr, ils ont peut-être aussi un petit peu devisé de la Coupe du Monde de football, qui à l'époque, souvenez-vous, battait son plein. Alors évidemment, on n'est pas obligé de les croire, surtout quand on sait à quel point le sujet, les affaires, les casseroles de Sarkozy obnubilent François Fillon, qui, depuis des mois, qui ne fait que parler de ça. Et quand on se souvient que c'est d'ailleurs l'ancien Premier ministre UMP, donc, qui a convaincu les commissaires aux comptes de l'UMP de saisir le parquet pour enquêter sur Nicolas Sarkozy et plus précisément donc, sur le remboursement de cette amende causée par le dépassement des comptes de campagne du candidat Sarkozy, lequel Sarkozy s'est indigné cette semaine de ce torrent de boue, je cite, qui déferle sur la vie publique. Donc une question se pose au bout du bout, qui va finir par payer l'addition de ce qui ressemble quand même à un sacré déjeuner de faux cul? Caroline Forest. Moi, j'ai l'impression qu'on le paye un peu tous parce que ça fait quand même là, je sais pas, 10 jours qu'on est sur savoir qu'est-ce qu'ils ont mangé, de quoi ils ont discuté, et je trouve surtout de quoi ils ont parlé. Oui, de quoi ils ont parlé, mais journalistiquement, je pense que de mettre cette affaire au même stade que l'affaire Big Malion en elle-même ou que ce qui se passe avec Rémi Fraisse, qui est autrement plus dramatique, et on a l'impression que c'est du même niveau, alors qu'on parle quand même finalement de quoi? D'un déjeuner entre des hommes politiques qui évidemment parlent de l'actualité,
qu'il y ait un ancien Premier ministre qui soit très remonté contre Nicolas Sarkozy et contre peut-être une façon d'avoir géré tout ça qui a coûté très très cher à l'UMP, on le savait déjà. Effectivement, ce qu'on a envie de savoir, c'est est-ce que dans sa mentalité, il faut donner des ordres au parquet sur des affaires. Mais ce qui compte quand même si Joulier n'a pas été très malin dans cette affaire, en se livrant à des journalistes du Monde, ce qui compte dans cette affaire, c'est est-ce que oui ou non, il y a eu une consigne du pouvoir politique vis-à-vis de la justice pour accélérer ces affaires. Si c'est non, il n'y a pas d'affaire. Il n'y a rien à part beaucoup de bruit, conversation. Non mais attends, mais pardon, juste un truc. Il se trouve que ce gouvernement a fait une circulaire pour interdire les consignes au parquet et qu'il n'y en a pas eu. Non mais, je pense que le débat n'est pas du tout là. Pour les Français, ce qu'ils regardent, c'est ce que dit le Front National. C'est la droite, la gauche, c'est la même chose, démonstration. La droite et la gauche, c'est des magouilles. Ils s'arrangent entre eux pour de toute façon arriver à se partager le camembert et le pouvoir. Marine Le Pen n'a même pas besoin de bouger. La démonstration se fait qu'au plus haut niveau du MP et au plus haut niveau de l'État, ils se parlent avec un avocat entre eux, qui est devenu quand même avocat, le grand serviteur de l'État, aujourd'hui à 48 ans, et maintenant un avocat. Depuis 18 mois, il n'est plus serviteur de l'État. Donc c'est un avocat avec deux représentants éminents de la droite et de la gauche qui discutent. Qui est avocat aussi. Exactement, oui. Mais ce que je veux dire par là, il n'était pas un homme politique serviteur de l'État dans ce repas. C'est un avocat privé depuis 18 mois. Qui a quand même et le tout droit ça, d'aller déjeuner. pas de problème. Attention, sauf quand la droite et la gauche sont en train de gérer entre eux. Et pour les Français, ils regardent en disant Marine Le Pen. De caste qui est un peu au-dessus de tout ça, au-dessus des partis. Qui a fuité sur le déjeuner? Est-ce que ça pourrait pas être le président de la République lui-même? Ce sera une question qui restera. Encore une rumeur, Dominique. Encore une rumeur, Dominique Charbe. Oui, un témoignage inattendu. On a retrouvé le serveur du fameux repas. Donc il témoigne. Et c'est Fillon qui a payé avec un ticket resto Big Malion. Merci Charbe. On change de sujet. Les tentatives humaines pour conquérir l'espace connaissent diverses fortunes. Rappelez-vous, la semaine dernière, le crash du vaisseau spatial Virgin faisait la une de toute la presse internationale. En revanche, l'arrimage, il y a 2 jours, d'une sonde spatiale européenne sur une comète perchée à 510 millions de kilomètres de nous est un succès et un accomplissement historique pour l'humanité. Elle a fait la une de tous les journaux. Regardez celle du Guardian avec ces mots « Nous y sommes, nous sommes sur la comète ». Alors pourquoi un robot de 1 kg va-t-il sonder une comète qui sent l'œuf pourri, paraît-il, un caillou Mathusalem de l'espace âgé de 4,5 milliards d'années? Pour y répondre, je vous demande d'accueillir l'astrophysicien Sylvain Chatty. Bonsoir, merci de nous rejoindre. Vous êtes sensationnel, gageur, top chrono. Vous avez 3 minutes pour nous expliquer pourquoi 10 ans pour en arriver là. Alors la raison principale, c'est que les comètes, c'est ce qui nous permet d'étudier la formation du système solaire et aussi d'où vient l'eau sur Terre et d'où viennent les composés organiques qui vont ensuite faire tout ce qui est le vivant. Et les comètes sont des réservoirs qui sont fabuleux puisqu'ils n'ont pas bougé du tout depuis leur formation, qui s'est passée en même temps que la formation du système solaire, c'est-à-dire qu'il y a 4,55 milliards d'années. Tout le reste a bougé, surtout sur Terre. On imagine la tectonique des plaques, on imagine l'atmosphère, l'érosion, etc. Les comètes, elles, n'ont pas bougé pendant tous ces milliards d'années-là. Et du coup, on pense à une sonde pendant en gros 10 ans, ensuite on la construit pendant en gros 15 ans, ensuite on l'envoie pendant 10 ans. Et quand on arrive là-bas, d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on tourne autour, on prend des images, on fait de la radio qui va permettre de percer à l'intérieur pour voir la structure interne. Et on fait de la spectroscopie, ce qui permet d'avoir la composition de ce qu'il y a de la poussière qui sont sur la comète. Et on envoie un petit robot qui s'appelle Philae, qui va atterrir. Combien pèse-t-il? 1 gramme? Alors, non, il pèse 100 sur kilos. Place, mais sur place. 100 kilos sur Terre. Mais en fait, sa masse, c'est 100 kilos. Elle reste de 100 kilos. Mais quand elle est sur la comète Churyumov-Gerasimenko, Chury, on va l'appeler, elle ne pèse plus qu'1 gramme parce qu'il y a 100 000 fois moins de gravité que sur Terre. Donc elle ne pèse pas beaucoup. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand elle est tombée sur la comète, elle n'a pas pu s'accrocher. Les harpons n'ont pas fonctionné, le propulseur il ne fonctionnait pas non plus. Le propulseur qui allait la maintenir sur la comète. Du coup, elle a rebondi et elle a fait un bond de 1 km en hauteur pour arriver 1 km plus loin. La comète, elle fait 4 km de diamètre. En gros, la comète, c'est la taille du 15e arrondissement, à peu près. Donc elle a fait un bond pendant 2 heures, comme ça. Ensuite, elle a fait un deuxième bond pendant quelques minutes, qui était beaucoup plus petit. Et là, elle a l'air d'être dans un endroit, elle a l'air d'être inclinée, un peu coincée, en fait, à l'ombre, ce qui n'est pas terrible pour recharger ses batteries. Mais apparemment, la situation est stabilisée. On a déjà eu une première image qu'ils ont livrée à 14 h au point presse de l'Agence spatiale européenne. Et donc, elle a l'air d'être stabilisée et de pouvoir commencer à prendre des données. Une question.
Renaud. À quoi, quel est l'objectif à terme et puis qui finance Je suis bouche bée devant une telle merveille, vous aussi, Dominique, j'en doute pas. Mais qui finance et combien ça coûte une telle expédition? Qui finance? À quoi j'ai déjà répondu? Quel manque de poésie. La raison, c'est vraiment un petit peu sur terre. La raison, la première partie de la question, c'est à quoi? Donc la raison principale, c'est vraiment l'étude de la formation du système solaire et en gros d'où on vient, c'est-à-dire d'où vient l'eau sur Terre et d'où viennent les éléments qui vont faire la vie. C'est de l'archéologie dans l'espace. On pourrait dire ça comme ça. En fait, on essaie de voir quelque chose qui n'a pas bougé. Le financement, c'est un projet européen. Le financement, c'est assez simple. Le financement, c'est pas exorbitant. C'est 1,3 milliard d'euros. Ouais. Sur 1,3 milliard d'euros répartis même sur 25 ans, puisqu'il y a les 15 ans de fabrication d'abord, et puis après il y a le voyage. Ça représente 20 centimes d'euros par Français et par an. 20 centimes d'euros par Français et par an. La France, c'est 20%, c'est la France, 20% du projet au total ou plus? C'est dans ces environs-là. D'accord. Mais c'est très important aussi en retombées d'innovation et de technologie. Rien qu'en France, il y a 17 entreprises qui travaillent sur le projet, il y a une quinzaine d'instituts qui travaillent dessus, et il y a 150 Français qui travaillent. Sur l'Europe, il y a plus de 500 ingénieurs, techniciens et chercheurs qui travaillent là-dessus. Et ensuite, c'est des retombées aussi pour le quotidien. Pour l'avenir. C'est tout. Merci, bravo de cette ouverture, de cet éclairage inouï sur la non moins inouïe Rosetta et sur son petit filae. Un dessin de Charles pour terminer. Merci Sylvain Chatti. Merci. Oui, Hollande inquiet avec le bol que j'ai, je vais me la prendre sur la gueule. Encore merci. Et sans transition, on passe à la deuxième actualité de la semaine. L'Ukraine avec des troupes massées près de la frontière, des troupes russes bien sûr, des morts de soldats depuis hier et avant-hier, et l'ONU qui évoque la menace possible, en tout cas d'une guerre totale. Pascal Blanchard, est-ce que l'ONU va un petit peu trop loin en besogne ou est-ce que véritablement Poutine reprendra la main ces jours-ci? On pourrait dire que le scénario catastrophe se passe exactement comme c'était prévu. C'est-à-dire qu'on y va par petits pas, puis on organise de pseudo-élections, surveillées par personne. Ces pseudo-élections donnent le sentiment que des paramilitaires sont légitimes maintenant au pouvoir. C'est ce qui s'est passé en Transnistrie qui a intéressé personne il y a une vingtaine d'années. Ça a intéressé personne en Ossétie, c'était la même chose. Poutine a la vieille méthode. Ça a commencé en Tchétchénie, c'était fait la main, et il continue. Et la méthode, elle est là. On avance par des petits pas militaires, on revient un peu en arrière. Ça marche à chaque fois, il aurait temps de se priver, ça marche. C'est marche. pas que ça marche à chaque fois. C'est petit à petit, ça devient de plus en plus crescendo. Ouais. Ça se rapproche du centre de gravité de ce qu'on pourrait appeler l'ex-Europe de l'Ouest. Il a d'abord testé en Tchétchénie, ça n'intéressait personne, en plus ils étaient musulmans. Après l'Ossétie, on ne savait même pas où c'était. À la Transnistrie, on était quand même pas loin de chez nous. Et là, c'est l'Ukraine. Et là, il est en train de découper. Il fait valider ça par un vote à chaque fois. Ça s'est vu aussi dans l'histoire, ça s'est toujours avec des soi-disant élections. Et puis alors là, en plus, on a des top paramilitaires qui viennent d'arriver au pouvoir. Et là, il va grignoter maintenant progressivement l'Ukraine. Et ce qui est fabuleux, c'est quand même la force de la propagande d'un régime qui maintenant, on peut le dire, est d'un régime autoritaire, n'est plus une démocratie, la Russie, face à la naïveté des démocraties occidentales. C'est-à-dire qu'il suffit d'envoyer des convois en enlevant les plaques d'immatriculation, il suffit d'envoyer des petits hommes verts en enlevant leurs écussons russes, même si on sait qu'ils parlent russe, même si on sait que quand ils sont morts, leur cercueil repart en Russie. Eh bien, tous les journalistes sont très embêtés, ne savent pas le dire franchement. Quand ils le disent, ils sont en plus menacés, intimidés. Plus l'achat des trolls sur Internet, plus l'achat du lobbying politique en Europe, qui est incroyablement fort. Et on peut ajouter que Poutine se sent particulièrement fort parce qu'il est en train, géopolitiquement, de créer une grande alliance avec les Chinois. Il a rencontré le président chinois plus de 10 fois depuis 2 ans. C'est le président qu'il a le plus rencontré. Ils ont signé un énorme accord gazier. Ils ont annoncé avant-hier la construction d'un grand concurrent dans l'aviation, de l'A350. Il y a l'idée, alors qui est beaucoup plus vague, de faire un grand TGV entre Moscou et Pékin. Et donc, dans plein de domaines, ils envoient des signaux pour dire « nous avons des alliances de rechange », pour ne pas dire de rechange. Donc, c'est bien la preuve que les sanctions prises par l'Union européenne ne servent à rien. C'est plus compliqué que ça. Elles ont une efficacité. Il ferait mieux de parler avec Poutine. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur d'une seule chose chez Poutine, c'est qu'il ferme le gaz. Et l'Europe est incapable, là, de trouver une solution. L'OTAN est déjà assez occupée sur d'autres champs militaires et d'autres champs stratégiques. Mais si, en plus, il utilise l'arme fatale de « je coupe les robinets », au moment où l'hiver démarre, tous les États européens ont peur. Et en même temps, il a quand même besoin de vendre son gaz. Et en même temps, le rouble est en train, économique est très mauvaise, le rouble est en train de décrocher. L'économie russe est très fragile. Elle a de mauvais investissements à long terme. Donc ça ne se passe pas si bien. Pour l'instant, l'opinion publique est autour de Poutine. L'opinion publique est complètement avec lui. Il n'a jamais eu autant de plébiscites. La nostalgie, parce que pour l'instant, la Russie a l'impression de faire peur au monde. Et ça restant une part de fierté. Une humiliation balayée, c'est ça. 20 ans après la chute du mur, l'impression d'exister à nouveau. Mais quand toutes les élites auront commencé à perdre tous leurs avoirs, plus pouvoir envoyer leurs enfants faire leurs études à Moscou,
tout à l'étranger, ça commencera à changer. Donc vous pensez que les sanctions, en tout cas... Elles sont trop faibles, mais il faut continuer. Il y a encore beaucoup d'oligarques qui n'ont pas été touchés, notamment du côté autour justement de Gazprom. Il y a encore beaucoup de leviers qui n'ont pas été touchés. Charb. Oui, la conversation entre 2 soldats russes en Ukraine. Poutine, il a des couilles. C'est nous les couilles. Un dernier mot sur ce dossier. Non, ce qui est assez inquiétant, c'est que 20 ans après, on a l'impression que le rideau de fer est en train de retomber, mais d'une manière très moderne, avec les médias pourtant derrière, et qu'on est en train d'assister à ça en étant quasi incapable de réagir militairement. Mais à part ici, et dans quelques médias, depuis le printemps. Qui sait qui se soucie de ce qui se passe en Ukraine, sincèrement. C'est pareil, les élections en Tunisie, les élections en Ukraine, regardez l'espace qu'on a eu pour le traiter dans les médias français. Enfin, les élections en Ukraine, un tout petit pays. Oui, mais on est en train de devenir un tout petit pays qui ne s'intéresse pas beaucoup aux grands défis. L'affaire Jouillet. Sauf ici. Non, sauf ici, c'est pas vrai. Beaucoup d'international sur Arte et dans 28 minutes. Sans faire d'autoglorification primaire. Alors, Nadia Dam, notre guide suprême dans le numérique. Le coming out 2.0. Oui. De quoi s'agit-il ? Ça prend cette forme-là, notamment, ça prend la forme d'un tweet qui a été publié par le ministre des Affaires étrangères de Lettonie, il s'appelle Edgar Zrinkevic, et voici ce qu'il a publié il y a quelques jours. « Je suis fier d'annoncer que je suis gay. Bonne chance à vous ». C'est ce qu'on appelle un coming out clair et net. C'est surtout la première fois qu'une personnalité politique sort officiellement du placard dans l'ensemble des pays baltes, et pour cause. La Lettonie est régulièrement épinglée par Amnesty International parce qu'elle ne protège pas sa population contre les crimes homophobes et transphobes. Quant au voisin lituanien, il est tout simplement considéré comme le pays le plus homophobe en Europe. Donc on comprend donc que cet homme-là a eu pas mal de courage. En revanche, il n'est pas le seul, notamment aux États-Unis, où on voit bien que depuis 2013-2014, les coming out se multiplient. Il y a quelques jours déjà, Tim Cook, qui est le patron d'Apple, a publié une lettre ouverte dans le magazine américain Business Week, dans laquelle il écrivait très clairement, là aussi, qu'il était fier d'être gay. C'est un courrier très lyrique. On peut également citer l'actrice Ellen Page, qu'on avait vue dans Juno, notamment en février dernier. Elle avait donné une conférence dans laquelle elle aussi avait affirmé publiquement être homosexuelle, et elle avait surtout expliqué les raisons qui l'avaient poussée à faire son coming out. On l'écoute. Je suis ici aujourd'hui parce que je suis gay et parce que je peux peut-être faire la différence, apporter quelque chose aux autres, les soulager et leur donner de l'espoir. Je me sens obligée de le faire, c'est une responsabilité sociale. C'est un discours très émouvant dans sa totalité. Donc, un patron, une actrice, un politique qui font leur coming out, c'est assez rare, mais assez peu surprenant. En revanche, là où c'est beaucoup plus tabou, c'est évidemment dans le milieu du sport. Et pourtant, là aussi, il y en a de plus en plus de ces coming out. On peut citer le nageur australien Ian Thorpe, un footballeur américain qui s'appelle Michael Sam, et le joueur de NBA Jason Collins, qui se sont aussi outés cette année. Donc, il est bien en train de se passer quelque chose. On voit bien que des personnalités considèrent aujourd'hui qu'il est de leur devoir de ne plus se cacher. Et alors, étrangement, c'est un phénomène qui n'a pas vraiment gagné la France. En politique, d'abord, sur 900 parlementaires, alors on peut compter 3 personnes, Franck Riester et Roger Karoutchi à droite et Corinne Bouchou chez Les Verts, qui ont affiché publiquement leur orientation sexuelle. Parmi les PDG, j'ai cherché, moi j'ai trouvé que Pierre Berger, qui l'avait annoncé officiellement. Alors au sport, dans le milieu du sport et dans le milieu du foot notamment, c'est encore plus tabou, parce que quand un footballeur français parle de son homosexualité, il le fait dans un livre, mais en gardant son anonymat. Donc la question, elle est quand même bien de savoir si en France, il y a aussi peu de coming out à cause du sacro-saint respect de la vie privée, ou si tout simplement, ça reste un sujet tabou chez nous. A-t-on besoin de savoir ? D'abord, on a besoin de savoir, je pense, parce que pour ceux qui subissent au quotidien l'homophobie, c'est des exemples forts de dire que l'on peut à la fois exister dans cette société, réussir et être heureux et être gay. Mais l'exemple du sport est extrêmement intéressant, parce que c'est un milieu qui est, quoi qu'on en pense, extrêmement conservateur. Et qui est un des milieux... Surtout le foot. Surtout le football, et pas seulement. Le sport en général. Le surf. Les fédérations sont des catastrophes là-dessus en termes d'éducation. Alors que justement, ils sont les premiers modèles éducatifs pour nos gamins. Donc si vous réfléchissez à cette double question, c'est eux qui touchent avec l'éducation nationale le plus d'enfants, et c'est le domaine le plus conservateur. On vient d'avoir l'affaire Willy Sagnol, d'un brillantissime incroyable, et c'est un milieu où on n'est même pas capable de dire ouvertement dans un livre qui on est. C'est le seul domaine où le coming out est en fait anonyme. C'est incroyable. Et là, vous avez un exemple type d'une société qui va mal. Quand l'espace d'éducation par excellence ne peut pas parler, transmettre, ou tout simplement expliquer ou entendre un entraîneur... Mais c'est le propre de la France, ça, ou ça... Non, je pense que le sport est un milieu extrêmement conservateur, quoi qu'on en pense, alors que justement, ça devrait être un des domaines les plus en amont
pour l'éducation des jeunes. Dominique sportif émérite, vous avez bien un avis. La situation sera normale et apaisée quand il n'y aura plus besoin de faire des coming out. Oui, on a beaucoup entendu ces derniers mois l'homophobie s'exprimer parfois de façon violente, mais est-ce qu'il n'y a pas des raisons d'espérer? Par exemple, cette semaine, il y a un homme politique qui n'incarne pas forcément vraiment le progressisme historiquement, c'est Alain Juppé, qui a pris position clairement pour l'adoption pour les couples homosexuels. Est-ce que ça ne prouve pas quand même que ce pays s'ouvre un peu et peut-être plus tolérant que certaines vociférations? Ça va dépendre de l'arbitrage au sein de la droite française, parce qu'on ne sait pas encore qui va gagner les primaires de la droite française. Juppé, c'est pas un dangereux gauchiste à l'origine. Oui, mais on a fait un tel bond en arrière, sincèrement. Il y a encore des gens qui, à l'UMP, tiennent des propos tellement régressifs et tellement homophobes qu'ils ne pensent même pas qu'on a plutôt reculé. On va rattraper, on va maintenant revenir à une normale, parce que ces gens vont s'excuser d'avoir tenu des propos délirants. Mais au-delà de ceux qui ont du courage et qui doivent continuer à avoir du courage pour permettre aux autres de ne pas subir cette discrimination, si on avait un peu moins d'homosexuels, notamment aux côtés des homophobes aujourd'hui, parce que dans ceux qui sont du côté de la réaction et dans ceux qui sont du côté de la manif pour tous, y compris politiquement, il y a un certain nombre de gens qui n'ont pas tout à fait réglé leurs questions personnelles, qui est très élevé, très important. Le jour où eux seront bien dans leur basket, on ira tous mieux. Que d'insinuations. J'ai donné aucun nom. Que d'insinuations. Je ne peux pas dire. C'est une vraie preuve de courage, Alain Juppé, dans le cadre de... prend un risque. Je suis d'accord avec toi. C'est énorme. Absolument. Bien sûr, non, c'est une vraie preuve de courage dans le cadre de la... une évolution de la société qui est vraiment pas si réactionnaire que ça. Et pour une fois, il faut le dire, c'est très bien. Oui, le rôle de Twitter, maintenant, quand on va s'afficher sur Twitter, on va se faire traiter directement de PD. Voilà, t'es sur Twitter, PD. Et voilà. Ou vous allez avoir des problèmes, vous. Non. Chaque semaine, cap sur une région ou une ville qui fait l'actualité. Et pour l'appréhender géopolitiquement, une technique et du doigté avec le drone sensible de Marc-Antoine de Porrette. Aujourd'hui, Jérusalem. Israël, Jérusalem, une ville singulière, unique au monde. 3 religions s'y mêlent, s'en mêlent et se démêlent. Les lieux saints s'y jouxtent. Le Saint-Sépulcre pour les chrétiens, le mur des lamentations pour les juifs, dominé par l'esplanade des mosquées pour les musulmans avec le dôme du Rocher et la mosquée Al-Aqsa. La proximité de ces sites et l'enjeu de ces localisations rend Jérusalem hautement inflammable. En 1948, l'indépendance de l'État d'Israël est proclamée suite au vote du plan de partage de la Palestine. Juifs et Arabes se déchirent pour la possession de la ville. Elle se retrouve coupée en deux par la ligne verte. La partie occidentale contrôlée par Israël, la partie orientale contrôlée par la Jordanie. À l'époque, seul point de passage, le checkpoint de la porte de Mandelbaum. Aucun Arabe ne peut demander la moitié de Jérusalem. C'est la seule capitale des Juifs sur terre. Suite à la guerre des 6 jours, Israël conquiert l'ensemble de la ville. 13 ans plus tard, la Knesset déclare Jérusalem capitale éternelle et indivisible, mais presque aucun État dans le monde ne reconnaît cette décision. Quant à la population arabe de la partie Est, elle ne l'accepte pas. Toutes les maisons arabes ont été saisies. La terre, les arbres, les citronniers et figuiers. Cette terre est arabe. La rue est arabe, ce sont des voleurs. Ils n'ont aucun droit sur toute la Palestine, du nord au sud. Depuis le 19 août 2011, un tramway se glisse sur le pont de Corde et traverse Jérusalem d'est en ouest. Construit pour désenclaver la ville sainte et faire coexister juifs et musulmans, le trajet du tramway cristallise aujourd'hui les tensions entre les deux communautés. Vous vouliez réagir, Pascal Blanchard? Oui, l'exemple de Jérusalem est très symbolique de ce qui se passait dans tout le monde arabe et dans tout le Proche-Orient, c'est-à-dire les frontières doivent ressembler maintenant à une forme d'ethnicisation des populations qui sont dedans. On est en train d'expulser les chrétiens d'Orient de plein de pays, on est en train de redéplacer les frontières, de redessiner tout ce qui s'était fait au début du XXe siècle. Et là, dans une ville, on a le modèle de ce qui est en train de se passer d'une certaine manière au Proche-Orient, avec une redistribution complète des cartes. Et en fait, ce conflit qui, depuis 50, 60 ans, se regardait uniquement à l'aune d'Israël et des Palestiniens, est en train d'être un conflit qui traverse maintenant tout le monde arabe. Regardez ce qui se passe au Sinaï, regardez ce qui se passe en Irak, regardez ce qui se passe en Syrie. Et on est en train de redessiner les frontières en demandant que sunnites, chiites, chrétiens, juifs, chacun sont dans un pays avec ses frontières. Et là, on a en micro-problématique, avec chacun qui essaie de grignoter le territoire de l'autre, ce qui est exactement en train de se passer dans l'ensemble de la trentaine de pays de cette partie du monde. Donc je pense qu'au-delà de ce qui se passe là-bas, c'est très symbolique de toute une région qui est en train de basculer. Le 28 novembre, l'Assemblée nationale va devoir se prononcer sur une proposition du groupe socialiste de reconnaissance de l'État palestinien. Ce qui n'est pas la position de la France aujourd'hui. Il y a très peu de pays qui ont reconnu jusqu'à présent l'État palestinien. On se souvient que la Suède l'a fait récemment en Europe. Je parle. En Europe. La plupart des pays dans le monde sont majoritaires sur la reconnaissance. En Europe. Est-ce que la France doit, d'après vous, reconnaître l'État palestinien?
Oui, parce que je pense que l'État palestinien, il existe, parce qu'il a un peuple, parce qu'il a un sentiment national très fort, et que de deux choses l'une, soit on l'encourage à envoyer des roquettes, soit on reconnaît pacifiquement son existence, et que c'est comme ça qu'il doit avancer, pas en envoyant des roquettes. Donc oui. Oui. Donc l'Assemblée nationale devrait unanimement... C'est inacceptable que l'Europe soit complètement en décalage avec le reste du monde. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est une pression politique des Américains depuis extrêmement longtemps qui fait que l'Europe est en fin de compte à la traîne. Quand vous regardez la carte du monde, il y a 2 points blancs, c'est l'Amérique et l'Europe. Eh bien, excusons-nous, là-dessus on a un vrai problème diplomatique. Peut-être que aussi la responsabilité de l'Amérique et de l'Europe sur ce conflit-là est engagée là-dessus. Oui, les Palestiniens ont droit à un État, pas n'importe lequel, pas n'importe comment, et il faut que ça se trouve. Mais maintenant, arrêtons de débattre s'ils ont droit depuis 60 ans à un État. C'est hallucinant. Surtout après, on pourra peut-être admettre que c'est une vraie guerre entre deux vrais pays et qu'on arrêtera de faire croire que c'est que pot de fer contre pot de terre. Ça rééquilibrera peut-être aussi le regard sur ce conflit qui est un vrai conflit territorial plus qu'autre chose. Mais le déséquilibre des forces, il existe néanmoins. Le déséquilibre des forces existe, mais il est violent comme tout conflit entre deux pays. Charb. Oui, les Palestiniens hésitent. Une 3e intifada, on n'aura jamais assez de cailloux. Ce que vous êtes incorrigible. Claude Askolovitch, c'est l'heure de votre histoire. Le Mexique, la guerre des cartels, la guerre des gangs, les narcotrafiquants. Et là, tout d'un coup, une sorte d'évolution, de révolution. Oui, c'est le une révolution. Peuple se dresse. Une révolution au Mexique, pas encore dans tout le pays, mais dans un État qui s'appelle l'État de Guerrero, qui est une des zones les plus pauvres du Mexique, ce que ne savent pas forcément les estivants de la plage d'Acapulco. C'est un État où la foule, le peuple, brûle les palais gouvernementaux. C'est un État où la foule, le peuple, demande à connaître la vérité sur la disparition de 43 étudiants enlevés au mois de septembre par la police et par la mafia. C'est arrivé donc le 26 septembre dernier. Des étudiants qui se destinent à devenir instituteurs vont manifester à Iguala, une petite ville de 140 000 habitants. Ce sont des étudiants révolutionnaires. Ils pratiquent l'appropriation des moyens de production. Ils réquisitionnent des bus. La police municipale les confronte, leur tire dessus. Une fusillade de 40 minutes, 6 morts. Quelques-uns parviennent à s'enfuir. Les survivants, 43 étudiants, sont emmenés par la police et des hommes armés, emmenés on ne sait pas où. Et dans les jours, dans les semaines qui suivent, on va découvrir la totalité de l'horreur. On découvre d'abord, par exemple, qu'un étudiant a été littéralement écorché vif, les yeux arrachés. On découvre que la répression a été ordonnée ensuite par les patrons politiques de la ville. Un couple qu'on appelle le couple impérial d'Iguala, l'ancien maire José Luis Abarca et son épouse Maria de Los Angeles Pineda, qui veut devenir mairesse à son tour. On découvre que ce couple a partie liée avec un cartel de la drogue, les Guerreros Unidos. On découvre que les étudiants ont été confiés à ce groupe des Guerreros Unidos et on découvre, quand la police arrête enfin des narcos et qu'ils passent sous aveu, que les étudiants ont sans doute été abattus et brûlés dans une décharge publique. Et c'est là le début de la révolte, parce que c'est le massacre de trop. Pas un massacre de plus, parce que des massacres, des charniers, des fosses communes, le Mexique, hélas, en a l'habitude, mais cette fois-ci, c'est un massacre qui a été, si on ose dire, coproduit par la mafia et par des représentants d'un parti politique, le PRD, qui est théoriquement l'opposition parlementaire de gauche. Vous savez que le Mexique vit depuis 2006 au rythme d'une guerre sans merci entre, d'un côté, l'État fédéral, qui veut reconquérir son territoire, et les cartels de la drogue, qui font le commerce de la drogue, avec les États-Unis. Une guerre absolument terrible qui a fait 80 000 morts en 8 ans. Et ça fait donc 8 ans que la population mexicaine vit coincée entre, d'une part, les cartels qui contrôlent les territoires, qui noyautent la police, qui tuent, qui assassinent, qui enlèvent, qui font disparaître les témoins, et de l'autre côté l'armée, qui bien entendu supplée à la police défaillante, mais qui massacre et qui torture également. Et au milieu, le président Nieto, nouveau président Nieto, qui prétend civiliser le pays, lui rendre l'état de droit, évidemment, a une parole vaine. Ce qui est intéressant, c'est que ce drame d'Iguala a fait apparaître un nouvel acteur politique, et c'est une tradition qui renaît au pays d'Emiliano Zapata, c'est le peuple. Ces étudiants qui ont été enlevés se destinaient à devenir instituteurs, mais dans des zones rurales, des zones indigènes, des zones totalement abandonnées par l'État et par le système. Des zones où les paysans s'auto-organisent. On produit par exemple des milices locales de sécurité pour suppléer aux forces de l'ordre officielles qui sont corrompues. Et aujourd'hui, ce peuple se dresse parce que c'est l'élite de ce peuple qui a littéralement été massacré. Les parents des 43 disparus ont décidé d'aller dans tout le pays pour alerter la population mexicaine. On ne sait pas ce que deviendra cette révolution, mais elle a d'ores et déjà, aujourd'hui, ses martyrs. Vous avez suivi, Pascal Blanchard, toute cette affaire. C'est intimement symbolique et ça renvoie de toute façon à la question, c'est très étonnant que tu n'avais pas dit, c'est qu'en toile de fond de tout ça, c'est quand même de la drogue.
c'est aussi le Mexique qui est le pourvoyeur des États-Unis et qui est une plaque tournante et qui fait que toute l'économie, tout ce pays est en train de basculer dans ce qu'on fait là aussi, parce qu'il y a la grande Amérique derrière et que le trafic de drogue passe en grande partie aujourd'hui par le Mexique, comme tous les trafics. Il y a un vrai débat qui va devoir se poser et qui se pose aujourd'hui aux États-Unis, quoi qu'on en pense. Nous, on le mesure de très très loin en Europe. Mais les États américains se posent de nombreuses questions, qui va avoir un impact majeur sur l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale. La dépénalisation qui commence à être en marche dans certains États américains et qui bientôt va arriver. On le constate, nous, très mal. Mais ce qu'est le Mexique pour l'Amérique est à peu près, aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest et le Sahara pour l'Europe. Sur le plan de la drogue, vous voulez dire ? Sur le plan de la drogue. Oui. Et à un moment, le débat devra être posé. La guerre contre la drogue, qui a été déclenchée par l'ancien président, le prédécesseur de Nieto, était demandée et appuyée par le gouvernement des États-Unis. C'est-à-dire que de ce point de vue-là, le parallèle tient. Le Mexique devait faire la police pour que les jeunes Américains ne puissent plus se droguer. Et ça a effectivement dévasté le Mexique. En même temps, le pouvoir de la drogue avait volé littéralement sa légitimité au pouvoir politique. Le Mexique, c'est une des grandes déceptions des pays émergents des années 80-90. C'était un désespoir. C'est celui qu'on montrait, qu'on mettait en avant. Parce qu'il n'y a pas d'État, c'est ça ? Parce qu'il n'y a pas d'État, parce que être ou que l'État est corrodé par l'incroyable puissance économique des narcos. C'est pas une situation de développement, de maturité politique. C'est la plus grande déception des pays émergents depuis 20 ans. Parlez-en aux parents des 43, en effet. Charb, un dessin. Vu de France, tout le monde s'indigne. Donc il y a deux mecs qui prennent de la coke qui disent Sniff, c'est horrible ce qui se passe au Mexique. Sniff, oui, quel monstre, c'est Narcos. En gros, pour soutenir le peuple mexicain, ça serait bien aussi de ne pas consommer de cocaïne ici. Très bien, Charb, c'est une éventualité, une hypothèse de travail. La semaine en photo, Caroline Fourest, une photo qui vient d'Inde. Stérilisation de masse de femmes en Inde. C'est une pratique qui est courante et effectivement on encourage les femmes indiennes notamment à faire la ligature des trompes parce que c'est une méthode contraceptive moins chère, parce qu'il y a un problème de natalité. Le vrai souci c'est que quand c'est fait avec une incitation économique et que des femmes le font justement pour avoir une récompense et que ça devient un rite effrayant. Et ce qui s'est passé là et qui a entraîné des dizaines de morts, c'est qu'au lieu de faire quelques opérations de façon encadrée, dans le cadre du planning familial, tranquillement, le gouvernement a donné de tels objectifs chiffrés qu'il a fallu accélérer les procédures, qu'il y a eu plus de 30 opérations par jour. Dans des conditions sanitaires dans des conditions déplorables et que donc des femmes en sont mortes. Et c'est une fois de plus la preuve qu'on ne force pas à réguler les naissances. Il faut au contraire encourager l'émancipation, il faut encourager l'évolution des droits des femmes. Et dès que d'ailleurs et la contraception, non, peut-être ? Et la contraception, mais ça c'est une forme de contraception qui n'est pas en soi problématique quand elle est faite dans un cadre délibéré, choisi, accompagné économiquement. Mais il n'y a que l'émancipation et la prise de conscience de choisir sa famille et le moment de donner la vie ou non qui peut réduire la natalité, certainement pas cette pression économique terrible. Et là vraiment le coût est très élevé. Dominique Seux, vous avez choisi une photo d'une maquette, d'une tour controversée. Complètement autre chose, c'est la tour Triangle, un projet qui doit normalement passer au Conseil de Paris la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, et qui déclenche depuis quelques jours une polémique formidable. Il s'agit de construire une tour ultra-moderne au sud de la capitale, et ça déclenche un débat parce que les Verts sont contre, la droite qui était pour il y a quelques années est devenue contre parce que c'est Anne Hidalgo qui la défend. Je trouve que c'est une excellente idée. Paris ne peut pas être éternellement une ville musée. Alors autant on a raté la tour Montparnasse, qui est quand même quelque chose d'épouvantable, autant il semble que ce projet, sur le plan architectural, est plutôt... ça, vous trouvez ça joli, ça ? C'est que de l'amiante, en fait, c'est que de l'amiante, c'est pour ça que c'est joli, ça brille. Non, justement, on a passé assez joli. Paris est en train d'étouffer de conservatisme, uniquement le mémoriel, etc., qui est des bons projets. Je trouve ça plutôt sympathique. Ah, alors, après le mémorial. Exactement. Pascal Blanchard, vous avez choisi une photo qui concerne la Grande Guerre. Qui concerne la Grande Guerre et l'anneau des mémoires qui vient d'être inauguré par le président de la République le 11 novembre. Ouais. Je trouvais ça symbolique. Où ça dans le Nord-Pas-de-Calais, Notre-Dame-de-Lorette, qui est un des plus grands cimetières militaires de la guerre 14-18. Mais au-delà de ça, on le voit sur les noms. Et ce qui est important, c'est qu'on voit que pour la première fois, les noms se mélangent. C'est très rare parce qu'en France, nous sommes tous habitués à nos monuments aux morts. Nous avons les morts de nos villages. Donc jamais les morts qui sont venus d'ailleurs n'ont été écrits sur nos monuments aux morts. C'était plutôt une méthode des autres pays de faire ça. Et nous, pour la première fois, on a créé un monument où on va écrire aussi bien le nom des morts indiens, des morts britanniques, des morts néo-zélandais, des morts africains, des morts maghrébins, qui sont venus mourir sur le sol de France. Des morts allemands, pardon. Des morts allemands, des morts anglais, également, ça qui était de l'ensemble, et des 6 Américains qui sont morts sur cette... Il y a 6 noms américains également. Et c'est la première fois que nous rentrons dans une tradition qui n'est plus celle de commémorer dans nos villages les franco-français. Je dirais simplement pourquoi. C'est qu'on peut maintenant aller voir qu'un Mohamed, sur un monument français, est mort pour la France. Est venu pour la France. Ce qui n'était pas le cas avant sur un mémorial collectif. Ça vous paraît banal, il a fallu attendre
un siècle. Encore un symbole. Charb, dernier dessin. Oui, j'ai un petit peu de retard, mais c'était pour commenter la photo des pyramides, voilà. Pyramides, les Verts étaient contre déjà à l'époque. Merci Charb, heureusement que vous avez eu le temps de la montrer. Merci à tous, l'émission est terminée, mais reste accessible quand vous le voulez sur le web, site d'Arte, page 28 minutes en version enrichie, à suivre sur l'antenne Silex and the City. Et je vous signale à 22h25 un truc incroyable, un documentaire sur les super pouvoirs de l'urine. Voilà, Monsieur Dely est en train de glousser. Présentement, il en produira 38 000 litres, l'équivalent d'un camion-citerne au cours de sa longue vie. Il sera bien aise de découvrir les pouvoirs... Surtout Lance Armstrong est très fort. Oui, les pouvoirs guérisseurs de l'urine, c'est donc ça, la citerne dans le jardin de René Dely. Il est tout heureux ça de fera savoir pousser ça. les carottes. Voilà, entre litres. autres. À lundi, 20h05, bis Montag, donc tchuss.